Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes.
Bienvenue donc dans cette émission mercredi de l'Espérance, donc aujourd'hui consacrée à vos réponses, à vous répondre plus exactement, à propos de vos remarques sur vos commentaires et remarques sur la vidéo de l'émission du 21 juillet 2005, donc sur TVL, où j'avais émis un certain nombre de critiques sur sur Nietzsche, et principalement le fait que, à mon sens, c'était un pseudo-philosophe, et non pas un philosophe à part entière. Alors, donc, je reviens sur ce sujet aujourd'hui, et donc en traitant les remarques que vous avez pu émettre. Alors, comme à l'accoutumée, je dirais, un aphorisme, un vrai ce coup-ci, émis par Lao Tzu dans son Tao Te Ching, le Tao Te Ching numéro 22, un extrait de ce Tao Te Ching, qui est en rapport évidemment avec ce dont nous allons parler aujourd'hui. Sur la modestie en l'occurrence, au contraire justement de cette volonté de se montrer et de faire partie d'une aristocratie, une élite. Le maître, en demeurant dans le Tao, crée un exemple pour tous les êtres. Parce qu'il ne s'expose pas, les gens peuvent voir sa lumière. Parce qu'il n'a rien à prouver, les gens peuvent se fier à sa parole. Parce qu'il ne sait pas qui il est, les gens se reconnaissent en lui. Il ne lutte point. C'est pourquoi il n'y a personne qui puisse lutter contre lui. Tao Te Ching 22, un extrait, bon, c'est voilà, une inspiration, je dirais, profonde avant de plonger dans quelque chose de beaucoup moins inspirant, nous allons le voir. Alors, donc, Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que je qualifie de pseudo-philosophe, et donc il y a eu beaucoup de commentaires à ce sujet, je ne vais pas les reprendre un par un, parce que j'ai choisi de traiter ce sujet de façon un petit peu différente, en deux parties. En première partie, aujourd'hui, je dirais, pourquoi Nietzsche? Pourquoi ce phénomène Nietzsche? Je pense que c'est ça la question la plus importante à traiter en définitive. C'est pour ça que je commencerai par là. Et en partie 2 seulement, je dirais, je ferai une démonstration partielle, et on verra pourquoi, justement dans cette partie 1, de pourquoi c'est un pseudo-philosophe, pourquoi je qualifie de pseudo-philosophe. Donc démonstration partielle. Mais pour bien comprendre ça, voilà, il faut bien voir pourquoi ce phénomène Nietzsche, justement. Alors, il faut bien savoir quand même que, en préambule, c'est qu'au départ, moi j'avais plutôt un a priori positif par rapport à Nietzsche, parce qu'il est quand même vanté comme un des plus grands philosophes, sinon le plus grand philosophe, très en vogue, très à la mode. Et je me suis dit, bon bah oui, il faut absolument que je découvre pour mes travaux, hein, pour les travaux qu'on mène à un P6R, c'est quelque chose d'important. Et puis il y avait autour de moi un certain nombre de personnes qui me disaient, ouais, tu sais, moi je n'ai jamais trop compris pourquoi on l'encensait à ce point-là et tout ça. Bon, j'échange voilà, de différentes obédiences. Différents avis politiques, je dirais. Bon, ok, alors je dirais, quand même, s'il est tant vanté, c'est quand même, il doit... voilà, mon état d'esprit initial. Donc pour vraiment que les choses soient claires, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ma démarche, sur cette personne.
Et puis j'ai commencé à le lire, hein. Et alors là, effectivement, j'ai compris très rapidement de quoi il s'agissait. Puis après, je me suis documenté justement pour approfondir pourquoi Nietzsche, pourquoi ce phénomène existe-t-il. Et en fait, chemin faisant, et en préparant cette vidéo, je me suis dit, mais au fond, il est absolument inutile d'argumenter sur le fond. Je le ferai malgré tout un peu dans la deuxième partie, mais vraiment de façon subsidiaire, pour ça je vous parle de démonstration partielle, parce qu'en fait ça ne sert absolument à rien. Je m'en suis aperçu également au fur et à mesure de l'analyse de ceux qui parlent de Nietzsche et des commentaires qu'il y a eu sur la vidéo. C'est complètement inutile d'argumenter sur le fond. Ça ne sert absolument à rien. Parce que le jeu n'est pas là, en définitive. C'est un peu comme quand on vous insulte, si vous voulez. Hein. Il ne faut pas s'abaisser au niveau de ça. Parce qu'au fond, l'inanité philosophique de cette personne est criante. Vous lisez quelques pages, moi ça m'a sauté aux yeux, mais j'ai lu quand même énormément de philosophes, de penseurs de différents domaines, bon, dans les domaines scientifiques, dans des domaines techniques, etc., en informatique. À chaque fois, vous comprenez, il y a un raisonnement, il y a une construction, on a affaire à des gens qui, qui ont une démarche qui tient la route. Mais là, y compris Lao Tzu, par exemple, Lao Tzu, tout ce qui procède également par aphorisme. Quand on regarde l'aphorisme, on comprend la profondeur de ce que ça veut dire. Il y a des choses derrière. Or que là, l'inanité philosophique est criante. Criante. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'utilité à argumenter sur le fond. Comme je le disais, c'est comme quand on vous insulte, quand on vous prend un parti ou quelque chose comme ça. Si vous répondez, vous avez perdu quelque part. Vous faites fausse route. Vous faites fausse route. Donc, avant ça, donc, avant de répondre à malgré tout, parce que je vais le faire, je ne vais pas dire que je vais me défausser, hein, simplement pour ça, hein, mais il faut voir pourquoi Nietzsche et de quoi, au fond, Nietzsche est le nom. Nietzsche est une chose, c'est une tentative de réinstauration d'une aristocratie. Eh bien, d'une aristocratie, pas de l'aristocratie, par exemple monarchiste, noble. Ça peut être celle-là, ça peut être une autre aristocratie. Ce qu'il faut, c'est réinstaurer une démocratie, une aristocratie. C'est ça qui est le fond de la chose. Et, en définitive, toute personne qui est en accord avec ce but, toute personne qui adhère à ce but, dans le fond, va être d'accord avec Nietzsche et va aller dans cette direction. Donc vous pourrez amener tous les arguments rationnels que vous voulez, ça ne sert absolument à rien, parce que le but final est partagé. Donc l'argumentation, si vous voulez, n'a pas de sens, puisque quelque part c'est un combat de force, c'est pas un combat d'idées qui est en jeu. Et donc c'est pour ça que ça ne sert absolument à rien d'argumenter sur le fond, même si je le ferai partiellement dans la deuxième partie. Donc, tentative de réinstauration d'une aristocratie, je dirais quelque part, quelle qu'elle soit, hein, parce qu'il n'en trace pas forcément un portrait. Ce qui compte, en fait, c'est qu'ils se reconnaissent, je suis le meilleur. D'ailleurs, pour ça qu'il a beaucoup de succès parmi les adolescents, puisque, voilà, je suis le meilleur, l'affirmation de soi, je vais tout casser, j'arrive dans la vie, mais je vais être plus fort que tous ceux qui m'ont précédé. Voilà, en définitive, les personnalités qui vont adhérer à cette pseudo-philosophie, je dirais. Donc, évidemment que c'est séduisant, évidemment que ça va plaire à un certain nombre de gens. Certains disent que c'est un philosophe de jeunesse, quelque part. Hein, c'est bien pour, quand on est jeune, j'écoutais, je ne sais plus qui l'autre jour, qui disait « Oui, bah Nietzsche, c'est bien quand on a 18 ans, 17, 18 ans, et puis après on passe à autre chose. » Quelque part, on lit des philosophes plus sérieux, je dirais. Quoi. Voilà. Hein. Et donc, première chose, à l'adolescence, donc je suis le meilleur, et donc
des gens qui se disent « je suis le meilleur », bah, vous pouvez en trouver dans toutes les catégories, hein, à gauche, à droite, au milieu, en haut, en bas, au centre, et sur différents critères. Hein. Je suis le meilleur, ça, c'est le principe de l'aristocratie. Hein. C'est je suis le meilleur, bon, et puis du coup, je suis apte à diriger, à gouverner. Et puis, le corollaire de ça, qui fait que ça peut se déployer également plus loin dans la vie, au-delà de l'adolescence, c'est tu es un loser. C'est-à-dire que justement, si je suis le meilleur, eh bien on va plus loin, et en progressant, on dit, bah, il y a les losers et les winners. Moi, combien de fois je l'ai entendu dans ma vie parmi mes collègues de travail, oh mais lui c'est un loser. Ouais. Vous voyez, quelque part on avait cette discrimination, je dirais, qui en définitive revient à dire ben, nous on fait partie de l'élite, on fait partie d'une aristocratie, on fait partie des meilleurs, justement. On voit bien que l'adhésion et la raison de l'adhésion, du coup elle est certainement pas très morale à mon sens, mais au moins on comprend le succès et on comprend pourquoi. Ça sert à rien d'argumenter sur le fond. C'est pas là-dessus que c'est pertinent d'argumenter. Donc voilà pour la première chose, je dirais, la plus importante de ma réponse aux remarques qui ont pu être faites. Alors, évidemment, je ne vais pas en rester là, puisqu'il faut bien se dire, dans ce phénomène Nietzsche, quelles sont les origines? Pourquoi est-ce qu'un Nietzsche est apparu à un moment donné? Eh bien, la première raison, c'est le désarroi de la bourgeoisie. Hein, c'est quelqu'un qui fait partie de la bourgeoisie, c'est un professeur d'université d'ailleurs qui n'a pas été très en philologie, qui n'a pas eu une carrière très comment dire, très glorieuse, je dirais. Hein. Ses pairs n'étaient pas très satisfaits de lui. Hein. Ils ont passé leur tour quand il s'agissait de commenter son premier ouvrage sur la tragédie, sur l'origine de la tragédie, où visiblement ils étaient plus que sceptiques, je dirais, hein, mais bon, ils se sont retenus une solidarité, je dirais, de corps. Donc, désarroi de la bourgeoisie, c'est la première raison. Désarroi, pourquoi? Désarroi, premièrement, parce qu'il y a ce phénomène de la mort de Dieu, donc qui a été la première fois énoncé par... je ne me rappelle plus si c'est Robert ou Philippe de Nerval. Et donc, un désarroi. Il disait, il n'y a rien de plus dramatique que la mort de Dieu. Hein. Pour lui, c'était la mort de la religion, ça lui donnait un vertige, justement. Hein. Parfois, il y a d'autres attributions, mais voilà. Donc, il n'a fait que reprendre, en définitive, cette affirmation, ce constat, en définitive, qui, chez les nihilistes russes, à la même époque, c'était un désarroi également extrêmement important, un traumatisme énorme, hein, lié aux découvertes scientifiques, etc. Hein, et puis au courant des Lumières, qui avait remis en cause le caractère prédominant de l'Église. Donc, mort de Dieu, donc première source de désarroi de la bourgeoisie à son époque, déjà. Mais également, et un effet, je dirais, qui perdure aujourd'hui, hein, même si la mort de Dieu se poursuit, hein, Emmanuel Todd, dans son déclin de l'Occident, constate qu'on est arrivé au niveau zéro de religieux dans l'Occident. Autre sujet de désarroi, c'est l'impasse et les effets délétères du progrès. Donc, impasse qui n'ont fait que se développer depuis, hein, mais qui avait été énoncé par le maître, je dirais, de Nietzsche, qui était Arthur Schopenhauer, mais donc qui arrivait à son pessimisme radical, je dirais, hein, mais qui a été après dit et redit et qui se déploie, parce qu'on voit bien les limites justement de ce programme avec les effets délétères sur la société, hein, avec
l'exploitation au XIXe siècle, puis les guerres, et puis les bureaucraties qui se mettent en place. Je ferai référence, j'en parle pas souvent, mais c'est dommage parce que c'est très significatif. C'est l'œuvre de Kafka qui est tout à fait intéressante à ce propos, le procès de Kafka ou la métamorphose de Kafka. C'est vraiment illustratif de cette angoisse, de ce désarroi de la bourgeoisie. Et puis après, on va avoir des Céline, on va avoir après avec l'arrivée de la bombe atomique, c'est-à-dire la capacité de tout détruire. C'est-à-dire que ce progrès aboutit à la destruction possible totale de l'humanité. Donc, on voit bien que ça ne fonctionne pas et puis que ça détruit aussi des pans de la petite bourgeoisie qui est sans arrêt amenée à se paupériser également, à être exploitée, expropriée par le grand capital. Donc, désarroi de la bourgeoisie. Première source, première origine du nietzschéisme, je dirais, de Nietzsche, du phénomène Nietzsche et de tous les philosophes qui l'ont précédé et qui l'ont suivi dans cette et d'autre part, montée en puissance d'alternatives à l'époque au XIXe siècle, donc du prolétariat, du salariat et du prolétariat, et de l'idéologie socialiste, dans la deuxième partie du XIXe siècle. Donc, avec notamment le printemps des peuples, donc avec des mouvements révolutionnaires un peu partout, en Allemagne, en France notamment, qui font qu'il y a une éruption des peuples, de la population, du prolétariat notamment, et de la petite bourgeoisie également, du peuple d'une manière générale, des mouvements populaires très importants dans les rues, hein, dans les manifestations, qui ne feront que se confirmer avec la Commune en France, etc. Donc, printemps des peuples de 1948, donc irruption, cette fois-ci plus contre l'ancien régime, je dirais, pas forcément contre l'ancien régime monarchiste, mais y compris contre la bourgeoisie. Et puis, émergence également de courants idéologiques, donc socialisme, j'en ai parlé, mais également des mouvements encore plus radicaux, comme le marxisme, l'anarchisme et différents mouvements de cette nature à l'époque. Donc, ce sont deux facteurs extrêmement importants qui vont faire qu'il y a besoin d'une réponse idéologique, d'une réponse sur le plan des idées, sur le plan de l'âme, j'ai envie de dire, pour répondre à ce désarroi de la bourgeoisie par rapport à la crise de son système, déjà à l'époque, hein, qui démarrait à peine instauré quelque part. Hein. C'était le début à l'époque. Et donc c'est vraiment un combat explicite, hein, un combat explicite que mène Nietzsche pour réinstaurer une aristocratie. Donc c'est la caractéristique essentielle, je dirais, de Nietzsche, qui distingue de Batin Schopenhauer, par exemple, ou de ses suivants. C'est que lui, c'est vraiment, son combat est tout à fait explicite, il le dit très clairement, hein, notamment dans Généalogie de la morale, où on voit ici deux couvertures que j'ai reproduites du même ouvrage, mais là, l'un où il s'attaque aux philosophes grecs, et l'autre où il s'attaque plus à la chrétienté, et dans lequel, de très nombreux passages, il y a de très nombreuses valorisations des nobles, des puissants, des supérieurs, et une dévalorisation des peuples jugés comme vils, etc., et de la démocratie également. Donc, c'est tout à fait explicite que c'est son combat pour restaurer une forme d'oligarchie. Citation, je dirais, vraiment la plus emblématique peut-être, citation avérée de la volonté de puissance, un ouvrage qui est critiqué parce qu'il n'a pas été publié de son vivant, etc. Mais il y avait des notes de sa part, donc qui sont... Et puis après, il a sombré dans la folie. C'est sans doute pas non plus complètement un hasard. Mais donc, citation avérée de Nietzsche de la volonté de puissance, qui est particulièrement, je dirais, révélatrice de son combat, hein, justement. Je cite. Il faut que les hommes supérieurs déclarent la guerre à la masse. Partout, les médiocres se rassemblent pour devenir les maîtres.
tout ce qui amollit, tout ce qui adoucit, tout ce qui favorise le peuple ou les valeurs féminines, agit en faveur du suffrage universel, c'est-à-dire de la domination de l'homme vil. Voilà son combat contre la démocratie, en définitive, la vraie démocratie. Aujourd'hui, notre mouvement citoyen, on parle de première démocratie, moi je parle de 6e République, de première démocratie. Voilà. Cet homme, ce pseudo-philosophe, est explicitement un ennemi, est explicitement notre ennemi, et c'est même le cœur de ce qu'il prône. Donc, moi je dis, des gens qui se veulent des résistants et qui succomberaient aux sirènes du nietzschéisme, je dirais, arrêtez. Il est notre ennemi. C'est vraiment... Et c'est ça, son combat. Hein. On va y revenir. Vous allez voir que ça va vraiment très très loin. C'est vraiment son combat. Donc cette personne n'est pas de notre côté. C'est vraiment la restauration d'une aristocratie qu'il souhaite. Nous allons voir comment et pourquoi, quelque part. Hein. Quelles sont sa démarche d'idée, je peux parler de raisonnement. Sa démarche, c'est un combat, en fait, contre la tradition, paradoxalement. Hein, on pourrait dire, on va réinstaurer une aristocratie, mais il ne définit pas forcément laquelle. Hein. Mais c'est un combat, en fait, contre la tradition. On l'a vu, contre les philosophes grecs, hein, dans les deux couvertures, et contre la chrétienté, contre la religion. Donc combat contre la tradition, pourquoi? Parce qu'il fait un constat, il dit, mais cette tradition, tout ce qui se passe aujourd'hui, cette décadence qu'il constate, hein, ces problèmes qu'on a cités là, en fait, cette situation, cette tradition, ce courant historique, si on peut l'appeler comme ça, mène à la situation du 19e siècle, de la fin du 19e siècle, c'est-à-dire situation où bien, il y a plein de troubles et où la situation n'est pas bonne. Donc, il se dit, remontons complètement à l'origine, et donc il remonte à l'origine et à la tradition pour la remettre en cause. Alors, donc, voilà, nécessité de la remettre donc à la cause dès l'origine. Hein, il remonte à l'origine, je dirais, complète, si je peux dire. Donc, à la religion chrétienne, en l'occurrence, mais également à la philosophie, au logos, hein, à la raison, à l'émergence de la raison. Donc, dans mon ouvrage, justement, Accepter la négantropie, je parle de la corrélation forte qu'il y a entre ces deux, de l'émergence de ces deux choses, de la raison, du logos, de la philosophie, mais également des religions monothéistes qui répondent à ce mouvement. Mais ce n'est pas le sujet ici. Donc en définitive, et tout le progrès, en définitive, qui en a résulté, la croissance qui en a résulté. Et donc, ça l'amène, quelque part, à dire, s'il remet ça en cause, s'il remet en cause la philosophie, le logos, la raison, eh bien, quelque part, ça veut dire que ce qu'il prône, c'est la destruction de la raison. Et ça, d'ailleurs, par un hasard, si George Lukács a choisi comme titre de l'ouvrage qui est édité en 3 volumes, et notamment son Nietzsche que j'affiche là, la destruction de la raison. C'est-à-dire que c'est bien ça le problème pour lui. Il faut remonter à une époque antérieure à cela pour restaurer l'anté-philosophique, c'est-à-dire avant l'apparition de la raison, avant l'apparition du logos, et donc également de ce qui lui succède, c'est-à-dire comment dire, alors, est-ce qu'on entend? Restaurer l'anté-philosophie. Avant l'apparition. D'accord, oui. On a un petit problème de son jusqu'ici. Bon, c'est pas très grave. Voilà. Donc, je pense que ça devrait être meilleur, le son. Excusez-moi, on a eu un écho jusqu'ici, je pense. Je vérifie que ça marche bien. Ouais. Donc restaurer l'anté-philosophie. Donc désolé hein, pour ce petit. Oui, au fait j'ai ouvert 2 micros.
et donc forcément ça pose quelques petits problèmes. Ouais, voilà, c'est mieux. Excusez-moi pour cette petite petit problème technique. J'espère que ça n'a pas trop nuit à votre écoute jusqu'ici. Donc restaurer l'avant philosophique, l'avant émergence justement des philosophes, des sophistes, de Socrate, etc. Et des pré-socratiques. Donc remonter jusque-là. Hein. C'est ça en définitive, et ça sera développé d'ailleurs et systématisé chez des gens comme Heidegger qui a fait un ouvrage en 2 volumes, je crois, sur Nietzsche. Voilà, il l'a systématisé, il l'a réifié. Enfin, voilà, cette démarche. Donc, combat contre la tradition. Combat contre la raison philosophique, donc. Hein. Donc, à partir de là, s'il mène un combat contre la raison philosophique, c'est ce qui explique que la forme qu'il utilise est en rupture par rapport à la forme traditionnelle de la philosophie, justement. Hein. C'est-à-dire qu'il va utiliser des formules alambiquées, des aphorismes, et uniquement des aphorismes, ou de l'impressionnisme, c'est-à-dire cette impression, etc. Enfin, il va jeter, je dirais, sur le papier des réflexions comme ça, donc qui vont se contredire, qui vont dire blanc un jour, noir un autre, et puis gris le lendemain, et tout ça formant un ensemble dont on cherche réellement la cohérence et la démarche intellectuelle derrière. Mais au fond, ce n'est pas du tout un hasard, puisque au fond, son but, puisqu'on détruit la raison, puisqu'il faut revenir à l'anté-philosophique, à la coutume, c'est-à-dire avant la tradition, c'est la coutume, c'est brouiller le sens, brouiller la compréhension, qui seule sera accessible à une aristocratie. Et on voit bien là la filiation, j'aurai l'occasion d'en reparler, mais avec tout un tas de philosophes du XXe siècle et de la deuxième partie du XXe siècle, Heidegger, j'en parlais, mais les Deleuze, Derrida et Enco s'inscrivent complètement là-dedans. Et on comprend bien, du coup, l'ABC de cette déconstruction de la raison philosophique du sens. Et du coup, ça permet, cette forme en rupture, permet des interprétations multiples et des interprétations personnelles. C'est-à-dire, quelque part, c'est open bar. Chacun peut trouver ce qu'il veut dans Nietzsche. Il va le trouver forcément, parce qu'il y a plein de choses. Il suffit qu'il s'appuie sur cette citation ou sur telle autre. Eh bien, il pourra faire son marché, en définitive, dans le fatras d'aphorismes et de courts textes qu'il nous jette, je dirais. Donc, contrairement à tous les philosophes, je dirais, aux vrais philosophes, plus de système, ni de méthode, ni l'un, ni l'autre. Pas de système de pensée, bon, le système de pensée le plus élaboré, ce serait peut-être Marx, on pourrait dire, mais Hegel a aussi une méthode, un système, Descartes, discours de la méthode. Bon, on a vu Lao Tzu, il y a des lignes de force importantes sur cette démarche philosophique, Confucius ou Aristote, etc. Enfin, tous les philosophes, quelque part, Kant, c'est peut-être encore le plus emblématique. Voilà, tout un tas de gens qui ont des méthodes, qui ont des systèmes, qui proposent une cohérence. Donc là, on jette tout ça complètement à la poubelle, mais au contraire, on y substitue, et là c'est un précurseur quelque part, on y substitue la communication, c'est-à-dire un certain nombre de formules choc, hein, qui vont être Dieu est mort, ce qui te tue pas te renforce, etc., te rend plus fort. Des choses qui ont déjà été énoncées par ailleurs, notamment dans la sagesse populaire. Même certains, cette dernière formule, l'attribuent à Jefferson. Bon, j'ai pas retrouvé la source qui l'atteste de façon certaine, mais bon, voilà. En définitive, on fait des formules soc, des genres de choses comme ça. On est clairement dans la communication. On n'est plus du tout dans la forme philosophique, je dirais, traditionnelle. C'est le cas de le dire. Et en clair, moi, il y a quelques années, j'avais défini le nietzschéisme de cette façon. Affirmation contredisant le sens commun, énoncée de manière péremptoire, afin de donner l'illusion de la profondeur de pensée.
Voilà. En fait, c'est un truc de communication. C'est Bernays avant Bernays, quelque part. C'est... voilà. Et on fait des choses chocs comme ça, des trucs très incitatifs, donc qui contredisent le sens commun. Ah bon, on pense ça. Ah oui, il dit exactement le contraire. Ah bon, alors, donc du coup, on se met à réfléchir sur quelque chose qui n'a pas forcément de sens, puis on va finir par en trouver un, hein, mais c'est juste dans votre tête que vous l'avez trouvé. Un autre, il va trouver peut-être un autre sens. Alors, qu'est-il, au fond, qu'est-il vraiment? Si c'est pas un pseudo-philosophe, donc on a vu sa généalogie, hein, sa méthode, pourquoi est-ce qu'il est comme ça et qu'il agit de cette façon, et la raison de son succès d'ailleurs. Hein. Mais du coup, pour venir précisément sur la raison de son succès, c'est qu'est-il vraiment, si c'est pas un pseudo-philosophe? C'est quoi Nietzsche? Eh bien Nietzsche, c'est un prophète. C'est un prophète. C'est le prophète de l'antichristianisme. C'est le prophète de l'antitradition, d'une sorte de fuite en avant qui, par opposition, je dirais, au pessimisme de Schopenhauer, dit bah, à ce nihilisme, à tous ces problèmes qu'on a énoncés, il y a une solution et moi je l'ai trouvée. Hein, voilà, et je suis le prophète, c'est moi qui ai trouvé ça. Et il faut suivre ça et vous allez voir, on va résoudre tous les problèmes et tout va aller bien. C'est un prophète, en définitive. Il a une parole de forme prophétique. Donc c'est pas un philosophe du tout, c'est pour ça que je parle de pseudo-philosophe. C'est un prophète qui est un réactionnaire absolu. Bon, ça a été démontré, on y reviendra, mais vraiment réactionnaire au sens premier du terme, c'est on veut revenir en arrière, mais lui, beaucoup veulent revenir en arrière à l'ancien régime, par exemple, ou à ce genre. Non, lui, il veut aller vraiment très loin en arrière, avec toutes les contradictions que ça pose, parce que c'est totalement illusoire. Hein. Et du coup, qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose un ésotérisme, c'est-à-dire que seul un certain nombre d'initiés, les meilleurs, pourront comprendre, donc la promotion des meilleurs, des aristocrates, les nouveaux aristocrates, l'élite, des petits dieux, en définitive. Hein. Il faut que certains hommes vont devenir de petits dieux, fait écho à un certain nombre s'il y a de mes amis du cercle du renouvellement spirituel, notamment de la révélation d'Arès qui m'écoutent, il ferait bien de voir justement cette généalogie de la notion de petit Dieu qui vient de Nietzsche. Je ne sais pas s'il exprime effectivement de cette façon, mais c'est ce que ça signifie en définitive. Hein. C'est-à-dire que nous devenons en définitive des substituts à Dieu. Hein. Nous substituons à Dieu, et lui évidemment est le prophète de cela. Alors, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-il vraiment? Puisqu'il y a un déclin structurel depuis le logos, selon lui, bah, du coup, comme il remonte très loin, ça permet d'esquiver tous les problèmes qui sont inhérents au capitalisme. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui sont inhérents au capitalisme, l'exploitation, la concentration du capital, les crises de surproduction, tout un tas etc. Je ne reviens pas sur l'ensemble des problèmes du capitalisme, mais du coup, comme ça revient très loin, ça devient à l'Antiquité, bah, du coup, tous les problèmes du capitalisme, bah, ils passent complètement à la trappe, si vous voulez. Hein. Ça permet d'éviter tous ces problèmes. Donc, on esquive ces problèmes, et donc, du coup, quelque part, enfin, parce qu'il y a beaucoup qui ont émergé avec le capitalisme, donc, du coup, est-ce qu'on peut vraiment prendre Nietzsche au sérieux? Non. Si, et c'est pour ça que je faisais ce parallèle avec l'insulte tout à l'heure ou ce genre de choses, le prendre au sérieux, vous le prenez au sérieux, vous avez déjà perdu. Au fond, là où il a de nouveau adopté la philosophie de son maître, qui lui était un vrai philosophe, hein, pour le coup, qui a essayé de construire vraiment une théorie par le raisonnement, mais qui a aussi écrit ce texte qui s'appelle L'art d'avoir toujours raison, avec un certain nombre de recettes à l'intérieur pour gagner les débats, justement. Donc, déjà un peu dans la communication, hein. C'est un précurseur de Nietzsche, hein, Schopenhauer. Mais sauf que Nietzsche, il est, je dirais, préemptif dans l'art d'avoir toujours raison, c'est-à-dire qu'il est en amont du débat, si vous voulez. Quoi. Il utilise les méthodes que préconise Schopenhauer, mais en amont, avant même que le débat s'instaure, pour imposer en définitive ses prophéties.
Voilà ce que je pouvais dire dans cette première partie sur Nietzsche et ma réponse principale. Voilà ma réponse, je dirais, principale à vos commentaires. Alors peut-être que vous resterez sur votre faim, mais je pense que c'est la réponse adéquate qu'il faut apporter en premier lieu à ce personnage et à ce qu'il est. Pour autant, je ne vais pas esquiver complètement l'obstacle, parce que je ne veux pas qu'on m'accuse de dire, bah oui, mais enfin, il dit ça de Nietzsche, bon, il l'a étayé, voilà, c'est peut-être vrai, mais enfin, il y a quand même des éléments à l'intérieur de Nietzsche qui sont intéressants, mais je vais essayer quand même justement de faire une démonstration, parce que je ne vais pas non plus perdre mon temps, peut-être à faire de façon exhaustive, parce que ça prendrait un temps fou d'ailleurs, hein, puis il y a déjà des gens qui l'ont fait d'ailleurs en plus. J'y reviendrai peut-être que je créerai une annexe spécifique dans l'ouvrage, l'œuvre Accepter la nécrotropie. Je verrai si j'ai le temps. C'est clairement pas une priorité, même si ça me semble tout à fait important de débunker ça, quelque part. Hein. Ça me semble tout à fait, malgré tout, important pour pas qu'on se fasse, je dirais, tromper par ce courant prophétique. Donc, parce que c'est important, justement, de faire descendre de son piédestal. Hein, comme je disais tout à l'heure, moi, j'avais pas d'a priori. Et donc, a priori, j'avais plutôt une haute idée de lui, si vous voulez. Hein. Et donc, c'est d'autant plus important de le faire descendre de son piédestal. Pour cela, avant toute chose, je dirais, pour démontrer que ce n'est pas un philosophe, il faut déjà définir ce que c'est que la philosophie. Alors je vais vous donner ma définition de la philosophie, qui est la suivante. Étude de comment être au monde. La philosophie consiste à étudier la manière d'être en ce monde. Voilà. C'est ça la philosophie. Tous les mots sont importants là-dedans. Alors, il y a d'autres définitions, notamment il y a une vidéo très récente là, de Georges Gastaud, qui est agrégé de philosophie, à la retraite maintenant, qui donne justement, ça tombe bien, il y a quelques jours là, que ça a été publié. Alors lui, il donne une définition, d'ailleurs, qui est un petit peu différente, mais au fond, vous allez voir, c'est la même. C'est, en fait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la philosophie, c'est l'objet de la philosophie, c'est le travail sur la question du rapport entre la pensée et la réalité. Et donc, elle parle d'ontologie rationnelle. Ontologie, c'est l'étude de l'être. Hein. Donc, du rapport. Donc, quel rapport on doit avoir? Donc, déjà, travail sur la question du rapport entre la pensée et la philosophie. Donc, on retrouve l'étude, la réalité, le monde. Hein. Puis, l'ontologie, c'est l'être. Et la pensée vient de l'être. Hein. Donc, rapport, comment être, notre rapport, justement. En fait, on retrouve cette... moi, je pense que ma définition est un petit peu plus large que la sienne, parce que lui, il la limite quelque part à la pensée et à la réalité. Comment être au monde, je pense que ça dépasse encore un petit peu ça. Hein. C'est un petit peu plus large que la définition qu'en donne Georges Gastaud. Mais en fait, c'est quasiment la même définition, mais exprimée de façon un peu différente. Mais alors, étude de comment être au monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire donc? Qu'est-ce que c'est que le travail du philosophe? Donc on va voir pour étudier si c'est un philosophe ou si c'est pas un philosophe. Donc après, sur la base de cette définition de la philosophie, qu'est-ce que c'est que le travail du philosophe? En quoi consiste-t-il? Donc étude de comment être au monde. Eh bien, il va y avoir un certain nombre de philosophes qui vont se concentrer sur le monde, sur qu'est-ce que c'est que le monde, qu'est-ce que c'est que la réalité. Donc ils vont travailler plus sur cet aspect-là, par exemple. Donc, par exemple, c'est Démocrite et l'école des atomistes à l'époque grecque. Hein. Épicure également était atomiste, Lucrèce, j'y reviendrai. Hein. Donc, on va étudier plus le monde, la réalité, hein, telle qu'elle nous est perçue. Hein. Il y a des philosophes qui vont travailler plus sur ce sujet-là. Il y en a d'autres qui vont travailler plus sur l'être. Bon,
là je cite Aristote, l'être au pluriel ou au singulier, c'est-à-dire aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. Hein. L'éthique à Nicomaque, c'est éminemment, ou la République de Platon, c'est éminemment quelque chose d'être au monde, c'est un être au sens collectif, c'est pas forcément au sens individuel, on voit bien. Donc comment être au monde qui englobe tout ça. Donc là j'ai mis Aristote, j'aurais pu en mettre d'autres, hein, vous comprenez bien. Et puis, autre élément important, le comment. Étude de comment être au monde. Le comment. C'est-à-dire, là, ils vont plus mettre le focus, attirer l'attention sur la méthode, sur la façon de faire. Donc, ça va être par exemple Descartes, avec son discours de la méthode, évidemment, ou Hegel, avec son approche dialectique, par exemple. Voilà. Donc, on voit bien que, déjà, il y a ces différents éléments, parce qu'on comprend bien qu'avoir une théorie globale, complète, un système complet, c'est pas forcément, on peut avoir un système sur le comment, on peut avoir un système sur l'être, sur le monde, etc. Avoir un système complet, il y en a quelques-uns, bon, il y a Marx, évidemment, mais il n'y en a pas énormément, hein. Peut-être Kant également, mais c'est pas, voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas un système complet qu'on n'est pas un philosophe, parce qu'on a pu étudier des parties seulement. Et puis, il y a le dernier mot qui reste, qui est le plus important, qui est vraiment obligatoire, discriminant. Et là, Charles Sanders Peirce, dans son discours, notamment sur la méthode et sur ses textes les plus connus, je dirais, c'est comment fixer ses croyances et comment rendre ses idées claires. Une bonne étude est une méthode rationnelle, afin justement, précisément d'avoir les idées claires et cohérentes. Justement, étude rationnelle, ça veut dire qui est la raison, justement, c'est la mère de la philosophie, hein, le logos, la raison, pour y voir clair et savoir comment être au monde, comment se comporter en ce monde, qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Hein. Donc, voilà comment dire, le travail du philosophe. Donc, c'est un triptyque, je dirais, philosophie, logos, raison, tout cela étant des mots qui ne sont pas synonymes, mais qui sont en connexion forte, hein, et qui vont évidemment ensemble et qui on ne saurait faire de philosophie sans être dans cette démarche. On fait autre chose, on fait des prophéties, on fait de la poésie, on fait ce qu'on veut, mais ce n'est plus, ou de la littérature, ou ce qu'on veut bien, mais ce n'est plus, ou de la musique, mais ce n'est plus de la philosophie, parce que ça ne repose plus sur la raison. C'est un peu comme la science, ça repose aussi. La naissance de la science est concomitante aussi à cette naissance de la philosophie, parce que ça appuie justement sur la raison, sur le raisonnement. Et du coup, à propos de la raison, justement, qui est fondatrice, hein, la pierre angulaire, je dirais, Nietzsche le conteste, ni plus ni moins. Notamment dans Par-delà le bien et le mal, qu'est-ce qu'il dit? La raison est souvent une cause de déraison. Allons-y. Enfin, affirmation qui contredit le bon sens, le sens commun, mais affirmée de façon péremptoire, comme je le disais tout à l'heure. Bon, on est dans le n'importe quoi, si la raison est la cause de la déraison. Je sais pas, on se tire dans la tête et on va être plus intelligent après, si on prend le symétrique, ça n'a strictement aucun sens. Ou, encore plus explicite, ce que nous appelons raison, ce n'est qu'un système de préjugés. Voyons, c'est-à-dire qu'on a construit des raisonnements, mais en fait, c'est juste des systèmes, c'est des trucs qu'on avait déjà au départ, et puis au fond, c'est des a priori, et il n'y a rien de valable là-dedans, et qui tiennent, c'est que des préjugés. On aurait pu préjuger autre chose, et puis on aurait un autre raisonnement. C'est fort quand même. Hein. Alors, attardons-nous un petit peu sur cette dernière partie. Ce que nous appelons raison, ce n'est qu'un système de préjugés. Mais au fond, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Il est en train de dire, et il fait un reproche en définitive, souvent de manière indécente aussi, de manière
provocante, de manière assez ordurière, je dirais, hein, insultante, vis-à-vis de tous ces grands hommes, de ces grands penseurs, quand même, qui ont traversé les siècles, et à bon titre, des préjugés, donc de l'arbitraire. Hein. J'ai mouillé mon doigt, et puis je pense que ça serait mieux comme ça. Et il leur reproche surtout, également, que c'est pas formulé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est ce qu'on appelle une axiomatique. C'est-à-dire, effectivement, on a une culture, ce qu'on peut appeler un ensemble de préjugés, de base morale, hein, qui correspond à son époque, qui correspond à notre être, etc. Et qui ne sont pas forcément formulés. Mais ça, c'est précisément ce qu'on appelle une axiomatique. Une axiomatique, les mathématiques s'appuient là-dessus. Si ça avait été un vrai philosophe, Nietzsche, qu'est-ce qu'il aurait dit? Il aurait dit, donc il aurait recherché la vérité, parce que c'est ça aussi la base de la philosophie. On ne cherche pas à faire des raisonnements pour chercher du faux, hein, ça n'a pas d'intérêt. Il nommerait ainsi cette notion, plutôt que de l'appeler préjugé, je dirais, il y a une axiomatique. Et elle n'est pas forcément formulée. Mais je rappelle que dans les mathématiques, on a fait plein de mathématiques pendant des années, des siècles et des siècles, sans formuler d'axiomatique. C'est une notion assez récente, qui a été notamment formulée par Euclide, et puis après, il y a eu d'autres axiomatiques qui se sont mises en place. Donc le fait d'avoir une axiomatique n'est absolument pas un problème. N'est absolument pas un problème. Le tout, effectivement, il faut en être conscient et la poser. Et ça, à partir de là, eh bien oui, on a un raisonnement. Mais le fait d'avoir une axiomatique n'est absolument pas un problème. Et c'est comme ça que ça devrait être posé, que ça devrait être affirmé, et de dire, ah, mais c'est intéressant, il y a un parallèle entre les mathématiques et la philosophie, et c'est l'axiomatique, et il faut poser les axiomatiques, etc. Ah, voilà, là on aurait fait un pas en avant dans la philosophie, si vous voulez, si ce cher Nietzsche avait ça dans son bagage. Mais non, parce que, comme je le dis là, ce qui l'intéresse, c'est de détruire les fondements de la philosophie. C'est pas de la faire avancer, c'est pour la faire régresser. C'est un réactionnaire profond à l'anté-philosophique, à l'avant-raison. Donc il ne cherche pas à construire et à élaborer et à faire que la philosophie progresse. Au contraire, il cherche à la détruire. À détruire le christianisme d'une part, qui est une conséquence de cette raison, mais également la source qui est la raison et la philosophie. On vient de le voir par ces citations notamment. Donc à partir de là, évidemment que ça ne l'intéresse pas de raisonner de cette manière et d'aller vers ça. D'ailleurs, ça le fait aboutir à cette notion de perspectivisme, c'est-à-dire qui dit à chacun ses préjugés, du coup, hein, puisque eux ils ont des préjugés, chacun choisit son axiomatique, chacun choisit ses préjugés, puisque ce sont que des préjugés. À chacun sa morale, on choisit sa morale, celle qu'on veut, dans le fond, puis il n'y a aucun problème. C'est la situation à laquelle on est aujourd'hui, hein, quand même, pour beaucoup. Hein. Faites ce que vous voulez, vous n'avez de compte à rendre à personne. Et donc, du coup, voilà, hein, c'est un peu évidemment décadent et destructeur, cette approche. Et je le prouve, hein, puisque par-delà le bien et le mal, il dit, à un moment donné, il n'y a pas de morale universelle. Chacun a la sienne, selon son type. Il y a une vidéo de Dr. Phi d'ailleurs dans Monsieur Phi, sur ce truc qui montre que c'est complètement hallucinant. Hein, c'est-à-dire vous détruisez complètement une société si vous êtes comme ça, si vous n'avez plus de sens commun, de lien commun, de morale commune. Eh bien, plus rien ne peut exister, plus rien ne peut tenir, puisque chacun fait ce qu'il veut. Donc on peut écraser un enfant, on peut faire... Peu importe, moi je trouve que pour moi, ma morale, ça me va, donc il n'y a aucun problème. Donc chacun la sienne, selon son type. Donc là, on est vraiment dans cette notion de perspectivisme, donc qui conduit et qui est complètement compatible avec la société présente, de l'individualisme, de l'égoïsme. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut détruire cette idéologie, parce que elle tire aussi sa source, et elle est légitimée par ce genre de personnage.
Donc on détruit le collectif, on détruit la société, et c'est bien précisément ce que l'on observe aujourd'hui. Et quelque part, c'est nihiliste. Nihiliste, c'est-à-dire qu'au fond, il prétend dépasser Schopenhauer, dire bah oui, mais alors lui, il nous amène, c'est pessimiste, c'est nihiliste quelque part. Et donc, moi, on va échapper au nihilisme. J'ai trouvé la solution, hein, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, il prétend dépasser la fatalité schopenhauerienne entre l'ennui et la souffrance. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Au fond, il y replonge encore de façon, je dirais, encore bien pire, puisque cette morale, cette non-morale, quelque part, cette non-morale ad hoc à chaque personne, et spécifique à chaque personne, bah, du coup, elle est fatalement nihiliste, puisque destructrice. Et non pas déconstructrice, c'est le mot moderne, hein, pour justement cacher cette tendance à la décadence et à la destruction, à la démolition de la société, que l'on constate complètement aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas anodin, hein, l'émission que je fais aujourd'hui, et c'est pas anodin si je traite ce personnage de pseudo-philosophe et de prophète, hein, de prophète d'antéchrist, hein, c'est lui-même qui s'appelle l'antéchrist d'ailleurs. Hein. Alors, donc, première dimension importante quand même, contradiction. Enfin, mais je dirais, contradiction majeure, je dirais, c'est qu'il dit échapper au nihilisme, et au contraire, il y replonge de façon bien pire encore. Voilà. Bon, il y aurait tant d'autres choses à dire. Comme je dis, c'est une démonstration partielle. Je ne vais pas passer des heures et des heures à le démolir, mais c'est nécessaire. D'autres l'ont fait, on va y revenir, mais il y aurait tant d'autres choses à dire que que je vais juste en citer quelques-unes ici. Par exemple, Par-delà le bien et le mal. Le titre de ce livre, hein, c'est le titre de ce livre. Par-delà le bien et le mal, donc. Just une bosse. Je ne parle pas l'allemand du tout, hein, donc voilà. Donc c'est vérifier que cette traduction correspond bien à ce titre dans sa langue natale. Oui, ça correspond bien. C'est au-delà ou par-delà le bien et le mal. Eh bien, c'est juste quelque chose qui ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire par-delà le bien et le mal. Cette phrase, cette expression ne veut rien dire. C'est comme dans un système de référence, dire au nord du pôle Nord. Quand vous êtes au pôle Nord sur Terre, il n'y a plus rien au nord. Vous sortez du domaine de compétence, de définition de cette notion de nord. Donc au nord du pôle Nord, il n'y a rien. Eh bien, c'est exactement la même chose que par-delà le bien et le mal. Et je vais le montrer dès maintenant. Que nous dit Épicure? Je crois que c'est dans les Sentences vaticanes, qui montre justement cette dualité du bien et du mal qui est irréductible et qui forme un domaine, une dualité justement, qui est ce qu'elle est, mais qui est un ensemble, qui est un domaine de définition. Et dans cet espace, dans cette axiomatique quelque part, il y a ça, et puis il n'y a pas autre chose. Hein. Et on ne peut pas dire par-delà justement le bien et le mal. Et pourquoi? Épicure le montre très bien dans cette phrase, qui connecte à la nature, justement. Faible. La nature est en relation avec le mal. Quand on est faible, quand la nature est faible, quand une plante est faible, etc. Faible, la nature est en relation avec le mal, non avec le bien. Dualité. Par les plaisirs, en effet, elle est conservée. Donc les plaisirs, si vous arrosez une plante, ou si vous mangez, vous, et que ce qu'il faut, mais sans plus, eh bien vous conservez votre nature. Votre nature se retrouve préservée, votre être se trouve à persister. Donc, et c'est bien un fait de nature. Mais, dans la douleur, donc par le mal, elle est détruite. On voit bien qu'on a une dualité insécable, et de dire
par-delà le bien et le mal, ça n'a strictement aucun sens, parce que c'est une dualité qui forme un ensemble, qui forme un concept, hein, qui est lié à la nature, mais qu'est-ce que ça veut dire par-delà ça? Enfin, strictement rien dire ça. Ça sort du domaine de définition de cette dualité. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je prends l'exemple du pôle Nord. Au nord du pôle Nord, ça ne veut rien dire, ça n'a pas de sens. Et bien là, c'est exactement la même chose. En dehors de cette dualité, qui est un fait de nature, il n'y a rien, ça n'existe pas. C'est n'importe quoi. Voilà un premier exemple. Et bon, là j'ai pris cet exemple-là parce que c'est le titre, mais il y en a des profusions. Alors, quelque part c'est comique, c'est comme quand dans Toy Story, ce personnage de fiction, là c'est comique, là, je dirais que c'est drôle, vers l'infini et au-delà. Voilà. Au-delà de l'infini, ben, ça n'existe pas. L'infini, c'est par définition l'infini. Vous voyez, donc, il y a des infinis plus grands que d'autres, mais c'est toujours l'infini, si vous voulez. Hein. Il n'y a pas au-delà de l'infini. Ça ne veut rien dire au-delà de l'infini. Ça existe. Ça n'a pas de sens. Et bien là, on est exactement dans cette configuration. Donc, mettre du sens là-dedans, ah oui, il n'a pas compris. On me dit, ben, il n'a pas compris. Mais il n'y a rien à comprendre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça n'a pas de sens. Donc il n'y a pas à comprendre. N'essayez pas de trouver du sens. Il n'y en a pas. Si vous cherchez à trouver du sens, vous allez vous égarer, vous allez être perdu complètement. C'est ça que je dis. Vous perdez votre temps, en définitive. Autre exemple, il y a tant de choses à dire, sur l'atomisme. Je vais faire une citation, justement, de bien et du mal. Sur l'atomisme. Pour ce qui est de l'atomisme matérialiste, celui-ci appartient aux choses les mieux réfutées qui soient. C'est-à-dire que pour lui, deuxième partie du 19e siècle quand même, hein, l'atomisme, c'est vraiment la chose qui est la plus réfutée, ça n'existe pas, c'est complètement faux. L'atome, c'est la base de toute la physique moderne. Hein. Déjà, c'est une grosse connerie. Hein. On va appeler un chat, c'est une grosse connerie qu'il est en train de dire là. Hein. Mais en plus de ça, à la même époque, et depuis longtemps, on parlait tout à l'heure de Démocrite sur les atomistes, l'atomisme est défini depuis longtemps. Lucrèce le pose notamment, hein, dans sa reprise, et c'est vraiment... C'est pitoyable, hein, puisque là, la fausseté de son affirmation est évidente, mais en plus, il y avait des gens qui avaient déjà montré que c'était juste. Il y a même eu des prévisions. Moi, j'ai été bluffé quand j'ai lu des Rerum Natura de Lucrèce, des prévisions qui n'ont été confirmées expérimentalement, donc eux simplement par de la déduction, hein. Des faits scientifiques de physique qui n'ont été démontrés que très très récemment, là, dans les dernières années. Impressionnant, quoi. Je vais vous citer également, mais même il y avait d'autres faits scientifiques. Par exemple, Lucrèce dit à un moment donné, ainsi, tous les atomes doivent-ils, dans le vide inerte, aller à vitesse égale, malgré leur poids inégaux. On est dans l'Antiquité, hein, quand c'est écrit ça. D'accord? On est dans l'Antiquité. Et tout ça, mais ça a été confirmé. C'est anticipe ce qu'a montré Galilée, ce qu'ont montré Newton. Et ça, Galilée et Newton, on pourrait dire, l'atomisme, c'est arrivé un petit peu après la démonstration finale. Mais Galilée et Newton, je m'excuse, ils sont antérieurs à Nietzsche également. Bon, voilà. On est dans le... Hein, voilà, je vous laisse finir la phrase. Un exemple. Par exemple, sur le darwinisme. Le darwinisme, en fait, c'est un petit peu différent, là, mais c'est une de ses méthodes. Hein, c'est on pousse à fond, un peu comme il a fait avec Schopenhauer. On pousse à fond. Hein, c'est-à-dire, on a le vouloir vivre, qui est quelque chose qui me semble tout à fait intéressant et pertinent dans la démarche de Schopenhauer, qui suit celle du Conatus et d'autres prédécesseurs, comme ça.
Lui, il pousse à fond, avec la volonté de puissance. Donc, Darwin, par exemple, il dit, mais en accord d'ailleurs, enfin en correspondant, je dirais, avec ces deux philosophes que je viens de citer, il parle de persistance dans l'être. Et lui, il pousse à fond les curseurs. C'est-à-dire, en fait, sa méthode, c'est on pousse à fond les curseurs. C'est la persistance dans l'être, ça devient la volonté de puissance. Vous voyez? Donc, on voit bien que c'est plus, on n'est plus dans la démarche rationnelle. Vraiment, on est dans la com, dans le clinquant, dans l'extrémisme, je veux dire. Et puis, que dire des emprunts, pour ne pas parler de plagiat, selon certains, d'ailleurs, des emprunts à Schopenhauer, hein, c'est quand même très largement inspiré des travaux de Schopenhauer. Voilà, donc il se distingue en poussant les curseurs, justement, et à Stirner. Je vous renvoie à un lien sur le site Schopenhauer, des amis de Schopenhauer, que vous trouverez sur la page dédiée à l'émission sur le site, où visiblement il lisait Stirner. Il ne voulait pas que ça se sache, mais en fait, il a fait des emprunts à la philosophie Stirner en changeant visiblement simplement des mots. Vous voyez, c'est une forme de plagiat. Bon, j'ai pas la démonstration, mais en tout cas, c'est ce qu'ils affirment sur ce site. Hein. Vous trouverez le lien sur la page dédiée à cette émission. Donc, en fait, on est quasiment dans le plagiat de Stirner. Bon, à confirmer, mais c'est quand même pas... je pense pas qu'ils affirmeraient ça sans fondement. Autre élément quand même à charge, je dirais important, c'est les avis de différentes personnalités sur Nietzsche. Paul Valéry, donc poète, écrivain, que dit-il notamment? Nietzsche veut au fond revenir à une tradition, renouer avec le barbare. Donc, il dénonce la tradition, mais lui, il parle d'une tradition encore antérieure, donc renouer avec le barbare. C'est tout à fait ce dont je parlais tout à l'heure. André Devaux, dans les cahiers de Simone Veil, en parlant de De Gaulle et de Simone Veil, justement, qu'est-ce qu'il disait? Leur commun souci d'une écriture claire, exactement ajustée à la pensée, procède sans doute de ce classicisme fondamental. De même qu'il explique leur commune détestation de Nietzsche. De Gaulle, dans La guerre et son armée, stigmatise les grands chefs allemands de la guerre de 14, parce que ces Nietzschéens ne mettent pas de limite à leur volonté de puissance. Quant à Simone Veil, encore plus dans le tripale, je veux dire. Quant à Simone Veil, elle n'a pas de mots assez durs pour traduire la répulsion invincible et presque physique que lui inspire le nietzschéisme. Dans une lettre écrite à son frère, le mathématicien. Voilà ce que pensaient ces deux personnalités que je respecte beaucoup, Simone Veil et De Gaulle de Nietzsche. Autre personnalité, un écrivain, un poète, Raymond Queneau. Que dit-il? Erreur grotesque de Nietzsche. L'homme dans la société n'est qu'un homme. Grimace et folie sont surhommes. Mais bien sûr, grimace et folie qui aboutit, nous allons y revenir, à un autre nihilisme. L'homme n'est qu'un homme. Sachons retrouver la modestie, celle dont je parlais dans la citation du Tao Te Ching que je faisais en introduction, justement. Si on doit retrouver de l'anté philosophique, c'est celui-là, c'est celui de la modestie. Nous ne sommes pas des dieux, justement, nous ne sommes pas des surhommes, grimaces et folie. Nous ne sommes que des hommes. Les hommes en société ne sont que ça. Voilà, il n'y a pas de... Comme on dit, il n'y a pas de grands hommes dans la vie privée, je crois. C'est ça l'expression.
d'autres avis sur Nietzsche. Bon, mon ami Eberhard Wittich, dans son éloge de la chrétienté, il parle d'un philosophe allemand d'ailleurs, hein, Harish. Pour le philosophe allemand Harish, et là c'est une citation quand même, et une étude quand même tout à fait, voilà, on a de la raison, là, on a des éléments même chiffrés. Pour le philosophe allemand Harish, Nietzsche, c'est déjà Hitler, en prenant comme référence Sandvos, qui a recensé 92 occurrences quasi identiques entre Mein Kampf, Mon combat, donc le livre de Hitler, et les œuvres de Nietzsche. À ce niveau de correspondance, c'est la signature d'une filiation directe. Effectivement, Hitler ne cassait pas sa filiation directe avec Nietzsche et Heidegger, autre théoricien du nazisme, non plus. Hein. Georges Lucas, qui a étudié Nietzsche dans le détail, mais que je trouve d'ailleurs un peu, honnêtement, un peu gentil hein, avec Nietzsche. Moi, je le trouve trop gentil, il le considère comme un philosophe. Bon, après, pas complètement, malgré tout, on va le voir. Mais voilà, quoi, je trouve qu'il est un peu trop gentil avec lui, malgré tout. Moi, je suis extrêmement sévère vis-à-vis de ces gens-là, parce qu'ils sont très dangereux, en définitive. On le voit avec la citation précédente. Que dit-il, Georges Lucas, et ça fait écho à la situation actuelle de nouveau. Si l'on observe le motif central de la philosophie de Nietzsche, je rappelle, Lukács a écrit ça, je crois que c'est dans les années 50, hein, 1950. Si l'on observe le motif central de la philosophie de Nietzsche, on voit que ces grandes idées, inconciliables logiquement, hein, donc il y a des grandes idées mais qui ne sont pas cohérentes, hein, c'est ça que ça veut dire, s'ordonne autour d'un contenu unique. De l'innocence du devenir naît la pseudo-révolution nietzschéenne. Le passage de la bourgeoisie de l'ère libérale, de la sécurité, de l'époque, je dirais, libérale, traditionnelle de l'ère bourgeoise, du capitalisme, à celle de la grande politique, de la lutte pour l'hégémonie mondiale. Je répète, Lukács, il écrit ça dans les années 50-60. Hein. 1950. Ouais. Ça fait pas écho à ce qui se passe aujourd'hui. Pas ce qui ferait écho. Et puis, vers la fin de ce livre, il dit quand même, il était temps, je dirais quand même, Nietzsche n'est pas un philosophe au sens propre du terme. C'est dit. Alors, plein de références, évidemment, négatives. Les meilleurs n'auront pas le pouvoir, d'Adrien Louis, un livre tout à fait intéressant. Bon, il ne parle pas forcément de Nietzsche, mais il explique que les meilleurs, que l'aristocratie, en définitive, en fait, c'est toujours un peu une illusion qu'ils arrivent au pouvoir. Parce que, qu'est-ce que c'est que l'aristocratie? C'est quoi les meilleurs? Selon quels critères, etc. Donc, c'est un contre-pied, je dirais, de ce qui est, au fond, de ce que peut dire un Nietzsche, par exemple. Et au fond, l'aristocratie, ça ne se substitue pas à la lutte des classes et au fait que ce sont les classes sociales qui ont le pouvoir en fonction du mode de production qui est en place. Bon, évidemment, la destruction de la raison consacrée à Nietzsche, le livre de Losurdo, Nietzsche, le rebelle aristocratique. Je pense que là, moi, je ne l'ai pas lu, ce livre, mais il est vraiment très détaillé et très fort, visiblement, sur sa capacité à démonter et à montrer les origines du fascisme chez Nietzsche. Nihilisme et politique de Léo Strauss, hein, il parle abondamment de Nietzsche. Également du père Jean-Dominique Le Bien commun, un livre assez récent, il parle de Nietzsche, il l'analyse. Nietzsche et ses frères, de Wolfgang Harish, dont j'ai parlé tout à l'heure.
Un œuvre d'un auteur argentin, Juan José Sebrelli, L'oubli de la raison. Visiblement un livre que je découvre un petit peu, mais qui est assez jubilatoire, visiblement, sur le ridicule de ce personnage. Monsieur Phi, dont j'ai parlé, donc, notamment il y a 2 émissions, Généalogie de la morale de Nietzsche. C'est vraiment édifiant sur sa démarche et sur sa volonté de restaurer sa démarche aristocratique. Et puis, sur la revue en ligne Le Parisiaste, les articles d'Émile Pijard, donc quelqu'un d'assez jeune, mais qui est, bon, notamment, il a un contre Nietzsche qui est tout à fait éclairant. Alors, à la décharge de Nietzsche, il y a aussi un livre, alors je ne me rappelle plus, de Patrick Volling, Idées reçues sur Nietzsche. Donc, oui, il va répondre en fait à tout un tas d'objections qu'on voit bien que... Enfin, moi, je ne connais pas d'autres philosophes où on a quand même des livres comme ça, où on est obligé de défendre le philosophe, quoi. Voilà, on peut être d'accord, pas d'accord, il y a des débats entre philosophes, mais on ne remet pas en cause la nature philosophique il n'y a que lui pour lequel cela arrive. Donc, idées reçues sur Nietzsche, je dirais, ne serait-ce que toute la panoplie de questions auxquelles il répond, d'objections sur le fait de la nature philosophique de Nietzsche, qu'il énumère et auxquelles il répond, c'est déjà édifiant, je dirais, quelque part. Alors, conclusion. Conclusion, donc c'est une émission un peu longue, mais je pense que c'est nécessaire. Conclusion, un piédestal à détruire. Il faut détruire ce piédestal, et parce que c'est important, parce qu'il nous empêche d'agir, parce que Onfray, notamment, qui est un Nietzschéen convaincu, je dirais, donc Nietzschéen de gauche, déjà, on ne sait pas trop si c'est possible, hein, c'est un peu bizarre quand même, plus que bizarre, mais il nous empêche d'agir, c'est-à-dire que, quelque part, chacun sa morale, chacun son truc, quelque part, hein, moi, je vois, hein, dans Front Populaire, quand il a créé Front Populaire, il y a eu cette histoire de Front Populaire et compagnie, bon, d'essayer de faire un truc, mais il ne veut pas s'engager. Vous voyez, on ne s'engage pas, il n'y a que l'intersubjectivité, c'est-à-dire il n'y a que des sujets entre eux, il n'y a plus de collectif, mais on ne construit rien comme ça. Ça nous empêche d'agir. Je pense qu'on pêche par ça beaucoup aujourd'hui. Hein. Pourquoi la résistance n'arrive pas à se fédérer, à se rassembler, sinon à s'unir, mais au moins à se rassembler sur un certain nombre d'actions, c'est justement par cette philosophie de Nietzsche qui a pénétré dans les esprits. C'est pour ça que c'est important de détruire ce piédestal sur lequel il est installé. Ça nous empêche d'agir. Pourquoi un tel succès? Quelle est la fonction? Ben justement, ça répond aux tendances à la décadence, et puis sa méthode, c'est la déraison. La simplicité d'accès, parce qu'au fond, on peut piquer dedans, hein, c'est facile à lire, hein. On communique par l'outrance, voilà, on fait un petit peu le fier, etc. Ça plaît, hein, c'est transgressif. Et puis, c'est le bazar aux affaires des idées, c'est-à-dire on peut piquer ce qui nous plaît, puis rejeter ce qui nous plaît pas. Donc franchement, c'est très confortable, mais c'est pas sérieux, quoi. C'est-à-dire, quelque part, bon là c'est un peu une boutade, mais on commence par Nietzsche, et en final, on finit par Delogu, quoi. Voilà la trajectoire, voilà où ça nous mène. Donc, ça nous empêche, en définitive, de travailler sérieusement, hein, à une alternative. Donc, je pense que c'est vraiment important, c'est pour ça que je prends le temps de le faire et de répondre de cette façon. Conclusion, un piédestal à détruire. La formule, je dirais, emblématique de Nietzsche devient ce que tu es, selon la Vulgate nietzschéenne, c'est la synthèse, quelque part, de sa pensée. En fait, ce n'est pas une formule de lui, de nouveau, mais c'est la formule qu'il emprunte à un poète réactionnaire grec antique, hein, Pindare, dont on soupçonne d'ailleurs que lui aussi était plus ou moins un peu un faussaire, d'ailleurs, un plagiste. Plagiste au sens de plagiat, hein, pas un plagiste qui fait bronzer. Donc, sublimation, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Devenir ce que tu es. C'est-à-dire qu'il faut se sublimer soi-même. Construire sa propre statut, c'est une de ces expressions. Donc déjà, on limite la perspective à l'individu, individualisme, plus de collectif. Refus
Là, c'est important. Refus, en définitive, d'abandonner le progressisme. Deviens ce que tu es. C'est-à-dire que on se projette dans l'avenir il faut se transformer. Hein, c'est ce surhomme, voilà, il faut se transformer, il faut se changer, il faut se construire soi-même un homme nouveau, construire sa propre statue. C'est-à-dire qu'on n'abandonne pas le progressisme, en définitive. Hein. C'est-à-dire le toujours plus loin, le toujours plus fort. Hein, d'accord, la volonté de puissance. Je rappelle, les mots ont un sens quand même. Et ça revient. C'est fatalement nihiliste. Parce que comme le disait tout à l'heure Queneau, nous ne sommes que des hommes. Restons modestes. Si on veut ne pas être nihiliste, justement, il faut aller complètement à l'opposé de cela et accepter notre condition. C'est ce que je propose, justement, hein, à contre-pied complet de ce que propose Nietzsche, justement. Vous voulez faire un homme nouveau, vous allez au nihilisme, vous allez à l'autodestruction, fatalement. Parce que là, le nihiliste qui voulait combattre, en fait, il revient par la fenêtre, de nouveau, hein, d'une autre façon de la manière que j'ai énoncée tout à l'heure. Donc, c'est extrêmement grave. Il faut être, voilà, simplement soi-même. Hein. C'est d'ailleurs l'énergie vitale, le ki, hein, dont le symbole est là. L'énergie vitale, ce n'est pas ça. L'énergie vitale, c'est sois ce que tu es. C'est-à-dire, pas un homme nouveau, mais l'homme tel qu'il est, tel qu'il a toujours été, parce que l'homme ne change pas sur le long terme, à notre échelle historique. Nous avons 300 000 ans d'existence Homo sapiens, à peu près. Là, ce n'est pas les quelques siècles-là qui font une différence sur ce que nous sommes. Sois ce que tu es, qui est juste un truisme, hein, je le constate, mais c'est voilà, c'est un truisme. Et, moi, j'oppose ce truisme à cette volonté d'homme nouveau, de transformation, de statut, de pétrification, de soi-même, cette mise sur piédestal, justement. C'est un truisme, mais l'énergie vitale, c'est ça. Soyons simplement ce que nous sommes, puis ce sera déjà bien. Ne cherchons pas à devenir autre chose. Devenir autre chose, ben, dans le fond, deviens ce que tu es, bah, deviens transsexuel, t'es un homme et ça te plaît pas, bah, tu deviens une femme, etc. Tu deviens, voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement la filiation, elle est là. La filiation, elle est là. La justification philosophique, elle est là. Donc, oui, descendre de son piédestal, parce que ce n'est pas un philosophe, c'est un militant, et il faut le traiter comme tel. C'est tout. Donc, pas de... C'est pour ça que je disais que Lukács, il est un petit peu trop gentil, quelque part, avec lui. Bon, il y a peut-être des raisons, bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus aujourd'hui, mais voilà. Non, non, il faut vraiment démolir ça. Là, pour le coup, il faut vraiment détruire le piédestal, parce que c'est quelqu'un qui est arrogant, dilettante et irrespectueux des anciens. Tout cela illustre de façon marquante que c'est un militant, que c'est pas un... c'est quand des 68ards traitaient de « Ah, mais lui, c'est un vieux con ». Parler d'un argument, c'est pas un argument, vieux con. Mais voilà, on est complètement dans ce type d'argumentation issue de Nietzsche, en définitive. Il n'y a rien de subtil dans sa pensée, rien. Ce sont juste de l'incohérence, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à rendre ses idées claires, hein, à construire un raisonnement clair et cohérent. Donc, c'est pas de la subtilité, c'est pas de la richesse, c'est pas de la finesse. Non, c'est juste de l'incohérence. Et le fait qu'il finisse en folie, je pense que c'est pas complètement un hasard non plus, je dirais. Hein. Sa citation, quelque part, de tout à l'heure, elle s'appliquerait à lui dans une certaine mesure. C'est assez ironique. Prenons par exemple le surhomme. Le surhomme, en définition, c'est un arrobage marketing de son aristocratisme. Voilà, ce sera mon mot de la fin. Alors, dans le livre que je vous invite à lire, donc qui est quand même pas trop mal commandé, hein, je suis assez content malgré tout par rapport à ce qu'on fait. Donc pour comprendre justement, en profondeur les temps actuels, il y a différentes parties qui traitent justement de cette question de la destruction de la raison, qui est une des raisons justement qui fait que nous sommes dans la crise terminale du capitalisme. Voilà, nous arrivons donc au terme de cette émission, qui a été un peu longue, mais je pense que c'était nécessaire. Et donc, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.